Alors, la sixième et avant-dernière raison m'achemine vers la fin de cette conférence de l'explosion à venir de l'euro, c'est que l'euro conduit nécessairement à la fin de la démocratie. D'abord, je me permets d'insister sur le fait que les partisans de la construction européenne piétinent de plus en plus allègrement la légalité juridique. Par exemple, le gouvernement allemand, en 2010, avait déjà proposé, parce que ça fait depuis le printemps 2010, d'après les sources d'informations confidentielles mais bien placées dont je dispose, c'est depuis le printemps 2010 que les Allemands veulent sortir de l'euro. Justement avec l'arrivée vous savez, de la migration des comptes dont je parlais tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement allemand a proposé d'exclure la Grèce et les mauvais élèves, ce qu'ils appellent les mauvais élèves, de l'euro. Le petit problème, c'est qu'il n'y a aucune procédure d'exclusion prévue dans les traités. Il n'y a d'ailleurs aucune possibilité de sortir de l'euro prévue dans les traités. La seule et unique possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne et de dénoncer le traité de Maastricht et les traités successifs qui ont créé l'euro. C'est la seule et unique possibilité. Donc c'est par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qu'avec beaucoup de constance, de cohérence intellectuelle et de logique, je propose personnellement depuis 5 ans, puisque c'est juridiquement et légalement parfaitement légal. C'est la seule possibilité. C'est sans doute la raison pour laquelle je ne suis pas invité sur les grands médias, puisque personne ne peut me contredire, puisque j'ai raison, puisque tous les textes me donnent raison. C'est très embêtant de ne pas pouvoir contredire quelqu'un, puisque les textes sont là pour faire foi. Alors on a montré au cours de la présidentielle des gens qui vous ont dit « Moi je vais sortir de l'euro en restant dans l'UE », mais il n'y a aucune possibilité. Je pense à M. Dupont-Aignan, je pense à Mme Le Pen qui disait « Le lundi, il faut sortir de l'euro ». Le mardi, « Ah non, il ne faut pas sortir de l'euro, il faut attendre que l'euro explose ». Ça c'était M. Louis Alliot sur RMC. Le mercredi, « Ah non, j'ai jamais dit qu'il fallait sortir de l'euro, il faut sortir de l'euro de façon groupée, la France, l'Espagne, l'Italie, etc., le Portugal et la Grèce. Le jeudi, Mme Le Pen disant ce qu'il faut, c'est une meilleure gouvernance de la zone euro. C'est pas ce que ça veut dire. Le vendredi, Mme Le Pen qui nous dit qu'il faut transformer l'euro en monnaie commune, ce que dit aussi M. Dupont-Aignan, ce qui prouve qu'ils ne savent pas comment ça marche, puisque c'est justement une monnaie commune. Et puis le samedi, maintenant il faut y rester, c'est les dernières nouvelles, Mme Le Pen voulait rester dans l'euro, c'est tout à fait dans les dernières nouvelles. Et le dimanche, eh bien on n'en parle plus du tout. Je renvoie d'ailleurs ceux qui ne veulent pas me croire, je leur demande une seule chose, c'est d'aller lire les professions de foi qui ont été envoyées aux 46 millions d'électeurs français par les services de l'État, les seuls documents électoraux officiels accrédités donc par les services publics, qui ont été envoyés aux 46 millions d'électeurs. Regardez la profession de foi de Mme Le Pen, celle de M. Dupont-Aignan. Il n'y est pas question à aucun moment de l'euro. C'est ce qui s'appelle se moquer du monde. Nous avons affaire à une histoire qui est d'une complexité importante. J'ai essayé de vous le montrer au cours de cette conférence, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée. Nous avons affaire à un sujet majeur pour notre avenir collectif. Eh bien, aucun candidat, alors j'en ai parlé de deux, mais M. Mélenchon a dit que se vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Donc pour M. Mélenchon, ça veut dire qu'il faut être pétainiste. Il faut être pétainiste. C'est du pétainisme ce que je viens de vous montrer? Non, c'est simplement une étude précise, technique, irréfutable de la situation actuelle. Aucun des autres candidats, d'ailleurs, n'a abordé le sujet de l'euro de façon exhaustive. En d'autres termes, on a volé aux Français l'élection présidentielle, puisque sur ce sujet totalement décisif, qui est en train de nouveau de sauter à la figure de l'ensemble des peuples d'Europe, eh bien, au moment capital de l'élection présidentielle, tout a été fait pour me barrer la route personnellement, parce qu'on sait que je suis, excusez-moi de le dire, mais compétent en la matière. J'ai quand même été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, donc je suis quelqu'un qui connaît le sujet. Eh bien, tout a été fait pour que je ne puisse pas parler. Alors, je reviens à la légalité juridique. Sur quelle base juridique des politiciens français ou des politiciennes ont-ils lancé des campagnes pour sortir de l'euro, puisqu'ils refusent par ailleurs de dénoncer les traités européens? Je viens d'en parler à l'instant. Il y a 3 choses essentielles à savoir. 1. Les traités européens sont comme des poupées russes. Ils sont tous repris par le suivant. Le traité de Rome de 1957, c'est la première poupée russe. Et puis après, vous avez le traité de Maastricht de 1992, qui l'a repris, il l'a agrandi, en changeant la numérotation des articles pour que plus personne n'y comprenne rien.
Et puis après ça, vous avez eu le traité d'Amsterdam de 1997, qui est une poupée russe encore plus grande, qui a repris les traités antérieurs en changeant encore la numérotation pour que personne ne comprenne rien. Et puis après ça, vous avez le traité de Nice de 2000, qui est une poupée encore plus grande, qui a repris les traités antérieurs en rechangeant la numérotation pour que personne, décidément, n'y comprenne rien. Et puis vous avez eu la Constitution européenne, qui était encore un traité supplémentaire qui reprenait le précédent, et puis que les Français ont envoyé bouler. Et à ce moment-là, M. Sarkozy a dit non, les Français, en fait, ils ne sont pas du tout contre, simplement, il y avait un petit point-virgule là qui ne leur plaisait pas, donc on va le refaire. Et nous avons eu droit à ce qui est une forfaiture politique et morale, à la ratification par les députés et les sénateurs français du traité de Lisbonne, qui reprend donc tous les traités antérieurs et qui, pour simplifier, si j'ose dire les choses, le coupe en deux avec un traité qui est dit le traité de l'Union européenne, qui s'appelle le TUE, ça ne s'invente pas, c'est le TUE, et l'autre, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appelle le TFUE. J'espère que vous m'avez suivi. C'est à peu près incompréhensible pour le commun des mortels, et d'ailleurs, les meilleurs experts s'y perdent, et c'est fait pour. En attendant, tous ces traités donc, sont en fait les uns dans les autres repris. Le deuxième point, c'est que les traités ne prévoient aucun dispositif juridique pour sortir de l'euro. Le troisième point, je vous l'ai dit, c'est que la seule possibilité juridique de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne en application de l'article 50 du TUE, qui justement est fait pour cela et uniquement pour cela. Alors, autre exemple de forfaiture juridique des européistes, c'est ce que l'on a appelé dans le jargon la clause dite de no bail-out, c'est-à-dire de non-renflouement d'un État. Eh bien, cette clause a été violée par les plans de sauvetage de l'euro en Grèce. C'est quoi la clause de no bail-out? Elle est fixée par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle interdit expressément aux États membres de prendre à leur charge les engagements financiers d'un gouvernement national, en l'occurrence d'aider à combler un déficit budgétaire. C'est le point 3 de Mondale. Donc les Allemands qui avaient fait imposer cette clause dans le traité de Maastricht, repris donc dans la 125 du TFUE, eh bien donc, justement, voulaient remédier par avance à ça. Mais le poids, la pression politique, notamment venue de Washington pour sauver l'euro, a fait qu'on a bâti le FESF et le MES, qui sont contraires à cette clause de no bail-out. C'est un article qui était d'ailleurs juridiquement tout à fait fondé parce qu'il était destiné à se prémunir contre ce que les juristes appellent l'aléa moral, c'est-à-dire qu'on considère en droit, et ce qui est quelque chose de bon sens, qu'il n'est ni raisonnable ni démocratique de laisser les contribuables d'un pays payer pour les erreurs des gouvernements d'un autre pays sur lesquels ils n'ont aucun contrôle démocratique. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'au même moment qu'on vous explique que la France n'a plus un fifrelin et que nous sommes obligés de tout fermer, les écoles en zone rurale, les gendarmeries en zone rurale, les hôpitaux en zone rurale, et tout en zone rurale, on supprime partout, on remplace un fonctionnaire sur deux. Paraît-il qu'on n'a plus un rond. Paraît-il, M. Fillon nous a expliqué en 2008 que la France était un pays en faillite. Parce qu'on n'a jamais vu ça, d'ailleurs, un Premier ministre en exercice expliquer que son pays est un pays en faillite. Bon, et au même moment, eh vous avez vu que tout le monde trouve tout à fait normal, et même si vous commencez à poser des questions, on vous regarde comme si vous étiez quelqu'un de mal embouché, eh bien, on a décidé que les Français vont verser au cours des prochaines années 12 ou 16 milliards d'euros comme première contribution au mécanisme européen de stabilité, et au passage de prendre des engagements, je vais en parler tout à l'heure, de 153 milliards d'euros. C'est-à-dire des sommes inimaginables qui dépassent l'entendement du commun des mortels, et tout ceci pour en fait payer pour les erreurs du gouvernement grec sur lesquelles les Français n'ont pas voté. Donc l'article 125 était fondé sur ce principe fondamental de l'aléa moral. C'est comme si je vous disais, ben tiens, vous habitez dans un immeuble, vous êtes au 2e étage, votre voisine du 4e, bon, elle s'est acheté une télé à écran plat, elle doit 2500 € à la banque, ben elle n'a pas les moyens, donc vous allez payer par sa place. Alors bon, si vous aimez bien la voisine du 4e, vous cotisez, mais enfin, vous ronchonnez. Sauf que maintenant, si après, ça c'est la Grèce, la voisine du 4e, mais si après on vous apprend que le voisin du 6e étage, lui, il avait lancé une entreprise, il a fait faillite, et cette fois-ci,
c'est pas 22 500 € qu'il faut payer, se partager la copropriété, mais c'est que désormais il y a 10 millions d'euros et qu'il faut que vous vendiez vous tous vos biens pour rembourser les dettes du voisin du 6e, là c'est plus possible. Alors ça c'est l'Italie et la Grèce, c'est ce qui arrive. Il y a quand même des limites, n'est-ce pas? Alors, le TFUE, dans l'article 282 dont je vous avais déjà parlé tout à l'heure, précise par ailleurs, dans l'alinéa 3, que la Banque centrale européenne est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. Alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la BCE n'a aucun ordre à accepter ni aucun compte à rendre aux États et donc aux électeurs. Parce qu'il y a une grande mode qui s'est répandue depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il paraît tout le monde est censé trouver formidable les autorités prétendument indépendantes. Alors ça, c'est formidable. Ah, une autorité indépendante, qu'est-ce que c'est bien. Bon. Mais elles sont indépendantes de qui et de quoi? Elles sont indépendantes des électeurs. C'est tout. Est-ce que vous croyez que la BCE, on va voir d'ailleurs de qui elle est peuplée, le nouveau président de la BCE, M. Mario Draghi, qui est l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, M. Mario Draghi, il n'est pas indépendant de Goldman Sachs. Hein. Il est indépendant des électeurs. Donc c'est ça que ça veut dire, une autorité indépendante. On nous a présenté ça comme le summum de la démocratie, le raffinement suprême. En fait, non, c'est une dictature. C'est justement, à ce titre, on multiplie les autorités indépendantes. Alors tout ceci a donné quoi? Eh bien, le plan d'austérité au Portugal, en avril 2011. Voici l'extrait d'un journal qui s'appelle Le Figaro, qui expliquait, avant les élections qui ont eu lieu au Portugal le 5 juin 2011, qui expliquait, voilà la situation. Les Portugais éliront une nouvelle majorité le 5 juin, aux élections législatives, mais ils n'auront pas le choix du programme de droite ou de gauche. Le vainqueur devra imposer l'austérité jusqu'en 2014 au moins. 3 semaines plus tôt, chaque grand parti s'y sera engagé individuellement auprès de l'Union européenne et du FMI. Cette perte de contrôle politique est le prix à payer pour un plan décidé hier dans ses grandes lignes par la zone euro, les 27 pays de l'UE et la Banque centrale européenne. En d'autres termes, ce plan vise à mettre l'État portugais au régime sec, à lancer un ambitieux programme de privatisation pour réduire la dette publique et enfin à assouplir le marché du travail. C'est le Figaro du 9 avril 2011. Vous voyez partout d'ailleurs, c'est la même histoire. On privatise pour réduire la dette publique, une dette publique qui sort de Dieu sait où. M. Sarkozy nous a laissé 600 milliards d'euros de dette supplémentaire en 5 ans alors qu'il s'était fait élire sur l'idée de la réduire. Moi, j'aimerais qu'on explique aux Français à quoi ont servi ces 600 milliards d'euros sur lesquels personne n'a donné son accord, et surtout avec quoi on va rembourser ces 600 milliards d'euros. On a affaire à des jeux d'écriture absolument ahurissants, et comme par hasard dans tous les pays de l'Union européenne, et la seule solution qu'on propose à tous les peuples, c'est qu'il faut vendre, faut vendre. Et on vend à qui? On vend à des fonds de pension américains qui nous payent en monnaie de singe, c'est-à-dire en dollars qui ne vaut rien. Alors à ce titre, on va bientôt vendre, je ne sais pas, le château de Versailles, la Grande Chartreuse, la Joconde, le port de Marseille, tout. C'est ce qu'on demande, on va le voir dans un instant, c'est ce qu'on demande aux Grecs. Alors il y avait quand même des gens qui s'étaient émus au sujet du Portugal en disant mais enfin ça sert à quoi de faire des élections si tout est joué d'avance? Réponse de M. Amadeu Altafaj, porte-parole de la Commission européenne le 29 avril 2011, à un journaliste qui disait mais quelle est la légitimité démocratique de votre système? La légitimité démocratique, réponse du porte-parole, ce n'est pas nécessaire. Au moins c'est clair. On ne peut simplement plus se permettre d'attendre. Le plan d'austérité à négocier avec Bruxelles sera contraignant pour le futur gouvernement qui ne pourra pas en changer les termes. Ce n'est plus leur programme, c'est le nôtre. Moi j'appelle ça un coup d'État. Un coup d'État à l'échelle continentale, dont l'application en l'espèce est le Portugal, un coup d'État de nature fascisante, pris par des forces antidémocratiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que ce n'est pas du tout drôle ce qui se passe en ce moment. C'est très, 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 très grave. C'est pourquoi je parcours la France. Le 18 mai 2011, c'était Mme Merkel qui réunit ses troupes à Meschede, en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 18 mai 2011, et qui dit, au cours d'une réunion de la CDU, il faudrait que dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal,
on ne parte pas à la retraite plutôt qu'en Allemagne. Que tous fassent un peu les mêmes efforts, c'est important. Nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune, d'ailleurs commune, elle dit, Madame Merkel. Et certains avoir beaucoup de vacances et d'autres très peu à la longue, ça ne va pas. 18 mai 2011. Hitler en avait rêvé, Maastricht l'a fait. Et puis, en août 2011, l'incroyable diktat de Trichet et de Mario Draghi à Berlusconi, au Premier ministre italien. C'est une tyrannie qui se met en place à l'insu des peuples, mais avec l'accord de leurs prétendus représentants. On a appris donc en septembre 2011, cette lettre qu'avait écrite M. Trichet, président de la BCE, qui est un homme que je connais d'ailleurs, c'est un apparatchik, qui n'a jamais été élu par personne, qui ne ferait jamais élire par qui que ce soit quand on voit le bonhomme, et qui donc écrit avec M. Mario Draghi ceci à M. Berlusconi. Cher Premier ministre, le Conseil des gouverneurs de la BCE a discuté le 4 août de la situation de l'Italie sur les marchés obligataires. Le Conseil des gouverneurs de la BCE considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance des investisseurs. Dans les circonstances actuelles, nous considérons les mesures suivantes comme indispensables. Premièrement, nous estimons qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures d'envergure pour stimuler une croissance potentielle. Au passage, je suis désolé comment dirais-je, de gâcher un peu la fête des électeurs français qui ont voté pour M. Hollande, qui pensent que M. Hollande va relancer la croissance. Parce que M. Hollande a dit qu'il faut qu'il y ait une composante en faveur de la croissance. Mais elle y est, hein. C'est ce que ne cessent de dire les gens de la BCE. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'après l'élection de M. Hollande, tout le monde a dit « Mais vous avez raison, Hollande, vous avez raison, M. Barroso, vous avez raison, M. Hollande. » Il faut la croissance. Et pour la croissance, il faut faire davantage et crucial d'avancer avec l'international. C'est quoi la croissance? Il faut une stratégie de réforme globale et crédible, incluant la libéralisation totale des services publics locaux et des services professionnels est nécessaire. Cela devrait être appliqué en particulier à l'offre des services locaux via des privatisations de grande ampleur. Donc ce que Mme Merkel, M. Rajoy, M. Barroso, M. Monti, ils ont déjà répondu à M. Hollande. Hein. Oui, vous avez raison, il faut être pour la croissance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va falloir privatiser en France à dardard. Est-ce que vous croyez que M. Hollande a été élu par ses électeurs pour privatiser dardard tout ce qui reste encore à privatiser en France? On continue. Il faut adapter les salaires et conditions de travail aux besoins spécifiques des firmes. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, d'adapter les salaires et les conditions de travail aux besoins spécifiques des firmes? Il faut une révision en profondeur des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés. On sait d'ores et déjà que la Commission européenne attend du prochain gouvernement qu'il s'attaque en France aux contrats à durée indéterminée. Ils attendent que M. Hollande supprime les CDI. On va voir si les électeurs de M. Hollande sont de cet avis. Des mesures fiscales correctives supplémentaires sont nécessaires. Il est possible d'intervenir davantage dans le système de retraite en rendant plus contraignants les critères d'éligibilité aux pensions d'ancienneté. Ça veut dire réduire les retraites. En alignant rapidement l'âge de la retraite des femmes ayant travaillé dans le secteur privé. Ça veut dire augmenter l'âge de départ des femmes. Il y avait des mesures sociales en faveur des femmes en Italie. Le gouvernement italien doit également envisager de réduire de façon significative le coût des emplois publics. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire le coût des emplois publics? Ça veut dire licencier les fonctionnaires et diminuer le salaire des restants. En durcissant les règles de renouvellement du personnel et, si nécessaire, en baissant les salaires. C'est quand même M. Trichet, élu par personne, et M. Draghi, choisi par Goldman Sachs et élu par personne, qui demandent au président du Conseil italien, qui a été, quoi qu'on puisse penser de M. Berlusconi, qui lui demande des mesures qui sont des mesures... Enfin, tout ça, ce sont des mesures qui sont des choix fondamentaux de la démocratie. C'est toute une politique gouvernementale qui est imposée par deux olibrius qui n'ont aucun mandat démocratique.
Il faut un mécanisme de réduction automatique du déficit qui soit mis en place, stipulant que tout dérapage par rapport aux objectifs sera automatiquement compensé par des coupes horizontales dans des dépenses discrétionnaires. C'est la preuve d'ailleurs au passage qu'ils n'ont rien compris à l'économie keynésienne non plus, puisqu'ils ne savent pas que quand on coupe dans les dépenses, on contribue à enfoncer un pays dans la récession, et donc on contribue à faire s'effondrer encore plus les recettes fiscales. Ça fait quand même... Moi, j'étais dans un cabinet ministériel en 1995, plan Juppé 1, moins 8% dans tous les budgets des ministères pour annuler le déficit public. Ça fait 17 ans qu'on coupe dans tous les budgets, il n'y a d'ailleurs plus rien à couper, dans tous les budgets des ministères, et plus on coupe dans les budgets des ministères, et plus le déficit augmente. Cherchez l'erreur. L'erreur a été expliquée dès les années 30 par Keynes, c'est qu'un État, c'est pas comme un ménage. Un ménage de salariés, s'il dépense trop, s'il diminue ses dépenses, eh ben, il va se retrouver dans le vert parce qu'il reçoit des salaires qui sont identiques. Mais un État, c'est pas un ménage qui est salarié. Un État, c'est une espèce de comment dirais-je, d'économie avec des effets, des actions et des rétroactions. Et donc, si vous diminuez les dépenses de l'État, si vous coupez le pouvoir d'achat des gens, si vous coupez le pouvoir d'achat des fonctionnaires, les gens ne dépensent plus. Et donc, eh bien, c'est toute l'économie qui dégringole l'une après l'autre. Et au bout du compte, ben, si les gens ne dépensent plus, il y a des entreprises qui font faillite ou qui n'ont plus de bénéfices. Donc, il n'y a plus de rentrée fiscale de l'impôt sur les sociétés. Il y a moins de rentrée fiscale dans la TVA. Et puis, au bout du compte, ben, il y a moins de rentrée fiscale globalement et de façon plus grave que les dépenses qu'on a coupées. Donc, c'était Keynes qui avait montré que lorsqu'on est dans un état de récession, la pire des choses à faire, c'est de couper dans les dépenses publiques parce que ça aggrave la récession et ça aggrave le déficit qu'on prétend combler. Ça fait 17 ans que ça dure en France, et on continue. Alors, et pas seulement en France, en Italie, c'est la même chose. Nous considérons qu'il est crucial, regardez ce qu'écrivait M. Trichet et Mario Draghi, nous considérons, nous, qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi. C'est-à-dire, en russe, un décret-loi, ça se dit oukaz, un oukaz. Un décret-loi, ça veut dire qu'il s'agit de court-circuiter le Parlement italien. Rien moins. En France, on appelle ça une ordonnance. Nous encourageons aussi le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour assurer une vaste réforme de l'administration publique afin d'améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. On a vu de qui ces messieurs sont les agents. C'est d'ailleurs parce que M. Trichet, le président du Conseil, a traîné les pieds pour mettre en œuvre, parce qu'il avait considéré que son poste n'avait plus de rôle, n'avait plus de sens. Il était devenu désormais le factotum de deux Olybrius. C'est justement parce qu'il a traîné les pieds que l'oligarchie, vous savez, a décidé à pointer le pouce vers le bas et a décidé de le lourder. Le 28 septembre 2011, des nouvelles mesures sur la gouvernance économique ont été adoptées par le Parlement européen, dans le dos des Français, bien entendu. On a appelé ça le six-pack. Et parmi ces mesures, qui ont été votées notamment par les parlementaires européens, notamment tous les parlementaires de l'UMP, du MoDem, également de ELV, une partie des socialistes français, qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu d'instaurer une nouvelle amende de 0,2% du PIB pour les pays de la zone euro qui transmettent des statistiques falsifiées en termes de données sur les déficits et la dette. Bon, alors rassurez-vous, c'est qu'à peu près tous les États, sauf peut-être les Allemands. Et il est prévu d'appliquer une sanction de dépôt portant intérêt de 0,1% du PIB dans le cas où un pays de la zone euro n'agit pas selon les recommandations proposées pour corriger le déséquilibre macroéconomique. Que veut dire ce jargon ? Ça veut dire que si un gouvernement, le gouvernement français par exemple, décidait de ne pas agir selon les recommandations proposées, c'est-à-dire les obligations de faire fixées par la Commission, eh bien la France sera assujettie à payer une amende de 0,1% du PIB. Une sanction, ça veut dire, comme notre produit intérieur brut est de l'ordre de 2100 milliards d'euros, ça veut dire une amende de 2 milliards d'euros pour la France, si d'aventure les électeurs français décidaient d'une autre politique que celle exigée par la Commission européenne et la BCE. Ça veut dire d'ailleurs que M. Hollande, et on va rigoler, que M. Hollande, au cours des semaines et des mois qui viennent, il va y avoir sans doute un petit état de grâce, je ne sais même pas s'il va avoir lieu,
enfin en tout cas rendez-vous en septembre, octobre, novembre, M. Hollande, s'il n'applique pas les mesures décidées par la Commission européenne, ou par M. Draghi, c'était des gens que les Français ne connaissent absolument pas, c'est-à-dire de privatiser les services publics, de porter l'âge de départ à la retraite à 65, 67 et 70 ans. C'est ce qui a été décidé pour nous. Il y a un plan de rigueur qui a été préparé aux oignons pour la France. Personne ne vous en a parlé. Nous, on nous a fait voter, il faut voter. Mais personne ne vous a dit ce qui nous attend. Si d'aventure on n'appliquait pas immédiatement ces décisions à partir du mois de septembre, on aura une amende de 2 milliards d'euros. Et au même moment, les engagements financiers colossaux qui violent les traités et qui sont pris aussi dans le dos des peuples. J'en parlais pour le FESF, qui représente un risque de perte sèche à terme. On me dit oui, mais ce ne sont que des engagements. Mais ce sont des engagements. Si vous vous engagez auprès de votre banque de dire oui, si Madame Untel qui habite au 5e étage, si elle ne peut pas payer, je m'engage à rembourser à sa place jusqu'à hauteur de 30 000 euros, ça veut dire quand même que vous risquez 30 000 euros de perte sèche. Alors nous, ce n'est pas 30 000 euros, c'est 158,5 milliards d'euros pour les Français. Je rappelle que cet engagement est contraire à l'article 125 du TFUE qui interdisait expressément les renflouements d'un État par un autre et est effectué sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Pour renflouer des banques, on exige des peuples qu'ils agissent comme justement les banques refusent toujours elles-mêmes d'agir. Allez donc voir une banque pour faire un emprunt pour acheter un appartement ou une villa. Allez donc voir une banque. Elle va vous demander quoi? Elle va vous demander votre salaire, votre feuille de paye, etc., les revenus de la famille. Bon, elle va demander ce que vous avez comme propriété, ce que vous avez comme autre crédit. Et une fois qu'elle aura fait tout ça, si elle vous accorde un crédit, elle ne l'accordera qu'à la condition, comme vous le savez, de prendre une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier que vous allez acheter. De telle sorte que si d'aventure vous ne payez pas, elle a toujours une garantie à faire jouer. Eh bien, on demande au peuple de prendre des garanties, de donner des garanties sans aucune prise de garantie. Il n'y a que les Finlandais. Parce qu'il y a des pays qui sont quand même mieux dirigés que d'autres. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, on a des gouvernements qui sont davantage respectueux de leurs peuples respectifs. Donc les Finlandais qui ont été taxés de 14 milliards alors que la France a été taxée de 158,5 milliards, eh bien les Finlandais ont exigé que les 14 milliards d'euros qu'ils donnaient en garantie pourraient être gagés sur des actifs en Grèce. En d'autres termes, c'est ce que disait M. Padoa-Schioppa, dont je parlais dans d'autres de mes conférences, président du think tank Notre Europe. Il est décédé il y a 2 ans, le pauvre, mais il était auparavant président d'un club de réflexion qui s'appelle Notre Europe, dont Jacques Delors était le président fondateur, diplômé du MIT à Harvard aux États-Unis, ancien président du comité directeur du FMI, ancien ministre de l'économie et des finances italien de 2006 à 2008, ancien membre du directoire de la BCE, bref, un européiste, un des grands dirigeants européens dont vous n'avez jamais entendu parler, bien entendu, mais qui était au cœur des opérations, italien, dans la revue Commentaire numéro 87, qui est une revue française, dans un article intitulé « Les enseignements de l'aventure européenne », M. Padoa-Schioppa avait écrit ceci: « La construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. » Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié ce qu'est le despotisme éclairé. Le despotisme, c'est la tyrannie, et éclairé, ça fait référence à Catherine la Grande, Catherine de Russie, donc au XVIIIe siècle, qui, après avoir fait assassiner son beau-père qui était tsar, puis son mari qui était tsar pour devenir tsarine à la place, qui avait quand même une certaine personnalité, eh bien, avait noué une relation épistolaire avec Voltaire pour se donner un genre, d'être une philosophe des Lumières, en tout cas d'être intéressé. Pareil pour Frédéric de Prusse, qui était également un despote en Prusse, mais qui se donnait un genre en correspondant avec Voltaire. Donc c'est ça le despotisme éclairé. Ce sont des gens qui font semblant de s'intéresser au bon peuple, mais qui sont en fait des despotes. Alors, cette citation de M. Padoa-Schioppa, on pourra en citer 50, mais je la trouve personnellement intéressante parce qu'elle vide de sens. Elle montre en quel point les traités européens, notamment le TUE, le traité de l'Union européenne,
sont des articles qui sont fondés sur des mensonges. Hein. L'article 1 bis dit « L'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie ». Et on nous dit ça dans l'article 1 bis, mais les gens, les insiders, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les gens qui connaissent le dessous des cartes, vous disent « Mais non, l'Europe, en fait, c'est du despotisme éclairé. » C'est-à-dire, on sait mieux, nous, une toute petite oligarchie, fonds bancaire, euro-atlantiste, nous savons mieux que les peuples ce qu'il faut. Hein, donc, en réalité, le TUE ne veut rien dire dans un certain nombre de ces descriptions. Ça fait penser à la constitution de l'Union soviétique de Staline de 1936. On avait l'impression que c'était le paradis sur Terre, une démocratie très avancée. Chaque mot était en fait un mot piégé. En fait, l'Europe, c'est le despotisme éclairé, et nous l'avons vu. Eh bien, nous l'avons vu au cours des toutes dernières semaines, et maintenant, ça se voit comme le nez au milieu du visage, et il appartient donc aux Français de se mobiliser, ou alors si les Français décident de ne rien faire et de rester dans leurs pantoufles en train de regarder TF1, eh bien, moi, j'aurais perdu mon temps, mais à ce moment-là, ça veut dire que tout un continent et toute la France et toute une civilisation va s'effondrer dans la tyrannie. On l'a vu, c'est Goldman Sachs, c'est une banque d'origine anglo-saxonne. Eh bien, Goldman Sachs, qui désormais est l'un des grands dirigeants de l'ensemble de cette colonie américaine qui est devenue l'Europe. M. Peter Sutherland, président de Goldman Sachs International, président pour l'Union européenne du Transatlantic Policy Network, c'est un club de réflexion qui est en train de préparer ce qui est la prochaine étape, à partir de 2014, c'est-à-dire dans 2 ans, la création qui a déjà été approuvée dans votre dos par les parlementaires européens, la constitution d'un grand marché transatlantique, c'est-à-dire l'apparition de cet empire euro-atlantique dirigé par Washington, dans lequel nous sommes voués à disparaître selon les concepteurs de toutes ces opérations, qui veulent éviter tout débat, qui traitent de conspirationnistes tous ceux qui donnent toutes les citations que je fais, et qui veulent surtout que les peuples restent bien en train de dormir devant TF1. Alors, Peter Sutherland a fait nommer M. Mario Draghi, qui était son jeune collaborateur, qui a remplacé Jean-Claude Trichet. Il a été nommé président de la Banque centrale européenne en novembre 2011. Il était auparavant vice-président de Goldman Sachs Europe. Donc vous voyez que c'est un junior par rapport à Peter Sutherland, ancien vice-président de la Commission européenne, ancien président du groupe de Bilderberg, président de Goldman Sachs International, donc qui a fait nommer M. Mario Draghi. Et puis Goldman Sachs a fait nommer M. Mario Monti à la place de M. Berlusconi. Vous avez vu, je vous ai expliqué pourquoi M. Berlusconi traînait les pieds pour obéir à M. Trichet et à M. Draghi. Donc l'oligarchie a fait comme les empereurs romains, pointer le pouce vers le bas qui désignait la mise à mort des gladiateurs, n'est-ce pas, dans le cirque de Rome quand ils avaient déplu. Donc M. Berlusconi, qu'aucun scandale, je ne suis pas là pour défendre M. Berlusconi, mais je signale quand même qu'aucun scandale de mœurs, aucun scandale financier n'était venu à bout de sa carrière politique, sauf que lorsque l'oligarchie, avec des gens comme Peter Sutherland, ou comme Barroso, ou comme les dirigeants d'un certain nombre de grandes banques, ont décidé de dégager Berlusconi, il n'a pas pu tenir plus de 10 jours. Et il a été remplacé par M. Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, nommé président, nommé sénateur, il a été nommé sénateur à vie. Pourquoi se gêner? On aurait pu aussi nommer toute sa famille jusqu'à la fin des temps sénatrice. Il a été nommé sénateur à vie par le président de la République italienne, sur demande, bien entendu. Et ensuite, il a été nommé de là président du Conseil italien, c'est-à-dire le chef du gouvernement, sans élection. C'est comme aussi président du Conseil italien, c'est celui qui a la réalité du pouvoir. Le président de la République en Italie est un chef d'État sans pouvoir. Hein, c'est comme si on nous apprenait qu'on a nommé un nouveau président de la République en France. C'est d'ailleurs presque ce qui s'est passé, mais c'est une autre histoire. Donc, lui, il a été nommé sans élection en novembre 2011. Et puis, vous avez vu qu'il avait succédé, en fait, quelques semaines auparavant, la même chose s'était produite en Grèce, lorsque M. Papandréou, qui était le Premier ministre grec socialiste, qui avait été venu par les urnes,
Lui, il a eu, comme M. Berlusconi, il a eu des états d'âme, il a lancé l'idée d'un référendum, enfin il n'a pas lancé l'idée, il a décidé, il était le premier ministre grec, il a décidé d'un référendum pour demander aux Grecs s'ils étaient d'accord. Aussitôt, l'oligarchie a décidé qu'il fallait le descendre, parce qu'il n'était pas tolérable de demander l'avis du peuple grec. Donc, vous avez eu aussitôt tous les journaux du continent qui ont traîné M. Papandréou dans la boue, et il a été obligé d'avaler son chapeau en revenant à la télévision une semaine après en disant qu'il renonçait à son référendum, ce qui est quand même inimaginable. Et à partir de ce moment-là, il a été dégagé et remplacé par ce nouveau milieu, au sens milieu mafieux. On a en fait affaire, même si c'est des cols blancs, des cravates, nous avons affaire à un phénomène de nature mafieuse qui est en train de s'abattre sur le continent. Monsieur Papadémos, qui a été nommé Premier ministre grec sans élection. Il était l'ancien conseiller, c'est un grec, Loukas Papadémos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston, aux États-Unis, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, au moment même où la Grèce s'est qualifiée pour l'euro grâce à des comptes falsifiés par Goldman Sachs, et ancien vice-président de la BCE. Donc ce monsieur, Papadémos, c'est quand même le type qui a falsifié les comptes de la Banque centrale de Grèce avec la complicité de Goldman Sachs pour entrer dans l'euro. Donc ce monsieur devrait être en fait en prison, comme d'ailleurs les autres de Goldman Sachs. Ils devraient être en prison, ces gens-là. Ils ont violé les lois, ils ont violé les comptabilités pour faire entrer dans l'euro. Eh bien, non seulement il n'est pas en prison, mais il prend le pouvoir sans aucune élection. Si vous trouvez que tout ça est très drôle, je ne trouve personnellement pas que ce soit très drôle.